Je suis responsable des partenariats chez Groupama Assurance Crédit et à ce titre donc en charge du partenariat avec les vignerons indépendants. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on vous parle des usurpations? C'est parce que effectivement, il y en a de plus en plus et elles sont de plus en plus sophistiquées, même si les grands principes demeurent les mêmes et qu'il est possible de s'en prémunir en gardant toute l'acuité qu'il faut et en restant raisonnable, en faisant quelques vérifications. On doit pouvoir éviter la plupart d'entre elles. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'usurpation d'identité et l'escroquerie? Donc, l'escroquerie, c'est le fait, par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité et l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne, qu'elle soit physique ou morale, et de déterminer ainsi un préjudice. Donc l'usurpation d'identité, c'est le fait de prendre volontairement l'identité d'une autre personne. Et il y a également la possibilité de créer des fausses sociétés qui là est un petit peu plus difficile à détecter. Donc l'escroquerie, c'est un délit pénal puni par le code pénal de 375 000 € d'amende et jusqu'à 5 années d'emprisonnement. L'assurance crédit ne couvre pas les pertes liées à une escroquerie car l'assurance crédit couvre l'insolvabilité de fait ou de droit et elle intervient lorsque la vente est réelle. D'où l'intérêt de détecter les fraudes avant d'en être victime. Il n'y a quasiment pas d'assurance en aucun cas qui couvre ces fraudes, puisque volontairement, vous avez envoyé de la marchandise ou vous avez envoyé de l'argent. Le fait qu'en face, ça ne soit pas la bonne personne n'est pas couvert en général parce qu'on ne connaît pas le fait qu'il y ait concussion, on dit en termes juridiques, c'est-à-dire une volonté et le fait que vous n'ayez pas pris toutes les mesures nécessaires pour vous en prémunir. Donc la population des escrocs, c'est un nombre finalement qui est relativement limité. D'ailleurs, à force de recevoir des mails, vous devez reconnaître le style de quelques-uns. C'est pas du grand banditisme, hein, on est plutôt sur des petits escrocs. Mais par contre, ils sont très adaptables, avec des structures pivots utilisées sur des très courtes périodes, 2 à 3 mois, et donc un même escroc opère successivement sous plusieurs noms. Les localisations sont différentes en fonction des produits. Pour les vins et champagnes, ce sont des entreprises françaises ou d'Angleterre qui tenaient la corde. Le Brexit va certainement changer la donne puisque comme il y a un peu plus de contrôle aux frontières et de papiers nécessaires, du coup, je pense que l'origine britannique va diminuer. Mais on a des escrocs sur des usurpations d'identité qui opèrent plutôt d'Italie quand c'est pour de la viande ou d'Allemagne et de Pologne pour les fruits et légumes. Donc c'est vraiment très typé en fonction des produits. C'est assez surprenant, mais c'est vraiment un cas de figure, quoi. Donc l'escroc a un profil assez déterminé. Il connaît bien le milieu, normalement. Il n'opère que en téléphone portable. Se méfier d'une entreprise qui n'a pas de ligne fixe. Le copier-coller, outil indispensable de l'usurpateur pour contrefaire les logos des entreprises. Et le mail est le mode préféré de transmission des documents. Donc, toujours vérifier les adresses mail des entreprises. Comme si quelqu'un de chez Groupama vous écrit et qu'il a une adresse en .com, c'est qu'il ne vient pas de Groupama. Toutes les adresses de Groupama sont en .fr. Donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez vérifier assez facilement en allant sur les sites internet des entreprises où il y a toujours une adresse contact et donc il faut bien que l'adresse mail de votre interlocuteur soit écrite de la même façon que celle qu'on vous envoie. Donc les escrocs, les fraudeurs ont également une bonne connaissance du mode de l'assurance crédit, puisqu'ils savent que les assureurs crédit ont du mal à couvrir les sociétés récentes. Du coup, ils prennent toujours l'usurpation de sociétés qui ont pignon sur rue.
hein. Ils vont se faire passer pour l'acheteur de Carrefour ou pour l'acheteur de Sainsbury, jamais pour une société qui vient de se créer. Et la structure est usurpée pour 1 ou 2 opérations maximum avant de passer sur une autre société. La recherche de solutions. La première chose, c'est au moment du premier contact. Le premier mail que vous recevez est très vague car il est générique et envoyé à plusieurs dizaines de vignerons. Donc il vous faut, vous, provoquer les échanges. L'escroc tentera toujours de guider la relation, il tentera toujours d'aller le plus vite possible. Donc il faut toujours vérifier les informations fournies. Il faut toujours faire un contre-appel. Il faut garder les pieds sur terre. Quand vous avez un professionnel qui vous commande 1 ou 2 palettes de vin alors qu'il n'a pas dégusté, alors que dans vos caveaux, vous savez que le moindre particulier pour acheter 3 bouteilles va vous demander à déguster 4 vins, c'est pas crédible de la part d'un professionnel. Ne pas accréditer la simple prise de commande par téléphone. Exiger une confirmation écrite qui sera ensuite contrôlée par un contre-appel. Vous recherchez le numéro de téléphone de l'entreprise sur Internet et vous appelez pour savoir s'il y a bien une commande qui a été émise de la part de l'entreprise. Il faut vérifier les adresses de livraison également et chercher à connaître les intermédiaires s'il y a des intermédiaires dans l'opération et exiger des références qui seront contrôlées. La négociation, c'est le deuxième point qui doit vous alerter. Si le fraudeur ne cherche pas un vin particulier, vous n'avez plus une référence, il en prendra une autre. La commande est trop belle, il ne demande pas à déguster, il ne négocie pas les prix. Tout ça, ce sont des éléments qui doivent vous interpeller. Donc la seule chose qui l'intéresse, c'est d'obtenir un délai de paiement de 30 jours. Il ne va pas négocier le prix, par contre, il va négocier le délai de paiement. Il vous dira systématiquement qu'il est couvert par l'assurance crédit, avant même que vous lui posiez la question. Il vous enverra des fausses garanties. On en a vu créer avec notre logo qui ne correspondait à rien, mais qui avait bien été émise et envoyée à des vignerons. Et naturellement, la livraison est toujours urgente, surtout en période de vendange, quand vous êtes moins attentif parce que occupé à beaucoup d'autres choses. Donc, il faut toujours faire attention. Il n'y a jamais une livraison qui est aussi urgente pour un nouveau vin chez un client. Autant quand il y a un besoin de réassort, oui, ça peut être urgent. Autant quand c'est pour faire une mise en rayon, les gens ne s'y prennent pas à la dernière minute. Que faire après la découverte de l'escroquerie? Porter plainte. Il faut porter plainte auprès de la gendarmerie. Ils ont des moyens techniques pour faire des recherches informatiques poussées. Ils le font pas toujours, mais ils peuvent le faire. Et bon, ils vont pas forcément récupérer les sommes ou les marchandises, puisque si elles sont parties à l'étranger, ils sont un petit peu bloqués. Mais en tout cas, il faut toujours porter plainte pour que ça reste un vrai problème, que ça soit pris en compte et qu'il y ait peut-être une législation qui, au bout d'un moment, sera un peu renforcée. Et aussi, que faire après la déclaration? Comme je vous le disais, donc l'assurance crédit ne couvre pas, donc il n'y aura pas d'indemnisation de la part des assureurs, que ce soit sur les assurances crédit ou que ce soit sur les assurances classiques. Par contre, signalez-le quand même parce que de la même façon que les gendarmes peuvent faire des recherches informatiques, nous, on peut aussi bloquer les comptes, on peut prévenir les entreprises qui ont été usurpées pour qu'elles aussi portent plainte et faire remonter au maximum et le plus rapidement possible les informations. Il y a d'autres arnaques qui sont pas forcément de l'usurpation d'identité, mais qui sont des fraudes néanmoins. Donc il y a les annuaires. Les annuaires, c'est une source sans fin, parce qu'il y a 2 moyens pour les malfaisants d'exploiter ces annuaires. La première, c'est de travailler depuis l'annuaire d'un salon, d'un guide ou autre, et donc d'envoyer des mails en rafale parce qu'ils bénéficient de ces fichiers.
Donc là, ils peuvent envoyer 1000, 2000, 5000 mails d'un coup, sans avoir besoin de rechercher les adresses une par une. Donc ça leur facilite le travail. Et d'autre part, vous demandez une participation pour figurer dans l'annuaire d'un salon, où là, la société se présente comme un partenaire du salon, mais n'usurpe pas l'identité du salon. Il se présente bien comme un partenaire. Donc du coup, c'est juridiquement inattaquable. Par contre, si vous participez à un salon, c'est inclus dans les frais de salon, le fait que vous soyez dans l'annuaire. C'est rarement le cas, vous avez rarement besoin de payer en plus pour figurer. Ou sinon, ça figure dans le formulaire d'inscription en cochant une case. C'est rarement sous-traité. Donc, essayez aussi, là aussi, de garder les pieds sur terre. Est-ce que c'est normal qu'on me demande 3 mois après l'inscription à un salon de l'argent pour figurer dans l'annuaire? Non, c'est pas normal, c'est inclus dans les frais de salon. Et puis la dernière usurpation que j'ai signalée, c'est parce qu'on en entend assez souvent parler dans la presse, c'est l'usurpation au président. Donc c'est une escroquerie qui peut coûter très cher. Une personne extérieure à l'entreprise se fait passer pour le président ou le directeur et demande le versement de fonds pour un projet, un investissement, une collaboration commerciale. Donc l'entreprise a été suffisamment étudiée pour réussir, en rentrant dans le système informatique, en étudiant les mails, à écrire comme la personne qui est usurpée et à adresser la demande à une personne qui a autorité pour autoriser la libération de faux. Donc ça demande beaucoup d'investissement pour les escrocs. Et en contrepartie, les montants soutirés sont généralement importants, voire très importants. L'argent circule ensuite rapidement sur différents comptes et il est compliqué, voire impossible de le récupérer. Donc ça s'adresse plutôt à des entreprises d'une taille déjà relativement importante pour qu'il y ait déjà suffisamment d'argent à soutirer, mais il faut le garder à l'esprit, ça peut arriver sur des entreprises de taille moyenne et donc ça coûte très très cher.